Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons voir les 10 choses, les 10 points qu'il faut faire, qu'il faut voir, qu'il faut checker avant d'appuyer sur le bouton REC, le fameux bouton rouge. C'est tiré d'une vidéo YouTube américaine. On va regarder ça à la sauce misère canienne. C'est parti. Alors, cette vidéo s'adresse à tout le monde, débutant tout comme professionnel. Vous savez que lorsqu'on fait des images, lorsqu'on fait une interview, lorsqu'on fait, je ne sais pas, du reportage, n'importe quoi, à chaque fois avant d'appuyer sur le bouton rouge, le bouton REC, on fait toujours un petit état des lieux sur l'écran LCD, que ce soit sur le viseur, que ce soit n'importe où, sur une caméra de cinéma ou autre. On fait un petit état des lieux de tous les réglages pour voir si on ne s'est pas trompé, s'il n'y a pas une petite couille dans le potage qui traîne. D'accord? Alors, on va regarder ensemble les 10 choses qui est importantes. On va analyser, vous allez participer dans les espaces commentaires si vous avez des choses à dire. C'est parti, le premier point que je partage avec vous. Donc, je vous mets les liens dans la description, la petite vidéo, etc. C'est la mise à niveau de votre appareil caméra photo. Voilà, de votre caméra. Donc évidemment, ça assure, et moi je rajouterai un autre petit point, un petit B dans le petit A, c'est que évidemment, ce qui est important, c'est d'avoir la caméra qui soit à l'horizontale. Pour cela, il y a plusieurs outils. Vous avez l'outil du pied qui consiste à avoir une petite bulasse au niveau de du bol qui vous indique déjà si le pied est à niveau. Et éventuellement, parce que c'est là que c'est très important, il y a forcément parfois, voilà, en général, bref, j'arrête de dire des conneries, dans les caméras, des niveaux électroniques qui vous permettent. Alors attention, il faut que ces niveaux soient calibrés, parce que je crois qu'il faut l'étalonner sur une surface plane. Mais voilà, qui vous permet de vérifier si vous avez l'horizontale, en tout cas les verticales. Que les verticales soient droites, que par exemple si vous avez une arête de mur, qu'on n'ait pas l'impression qu'elle soit penchée. Parce que rien n'est plus désagréable sur des rushs lorsqu'il n'y a pas le niveau. Que les droites soient un peu, les verticales, les horizontales partent un peu en couille. Donc c'est important de vérifier le niveau. Donc aujourd'hui dans toutes les caméras, même dans un GH5, il y a ce fameux niveau électronique qui vous permet. D'autant plus que je rajouterai une chose, c'est que puisqu'on est à peu près dans le cadre et qu'on ne parle pas d'électronique, on parle simplement de cadre, de vérifier si vous êtes sur la bonne focale. Oui, parce que quelle que soit la focale que vous utilisez, vous pouvez faire toutes les valeurs de plan. On peut faire un gros plan avec une courte focale, qu'on peut faire avec une longue focale, d'accord? Et inversement, on peut faire, je sais plus ce que je dis, des gros plans ou courts plans, bon bref, vous l'avez compris, quelle que soit la valeur de plan, on peut le faire avec toutes les focales. Donc, mais attention, est-ce que la focale que vous avez utilisée est la bonne? C'est ça qui est important, et notamment si vous faites une interview, est-ce que vous avez regardé en fonction des différentes valeurs de cadre que vous souhaitez? Si par exemple vous souhaitez 3 valeurs de cadre pour une interview, un taille, un poitrine, un serré, est-ce que déjà vous avez le rapport de zoom nécessaire pour le faire? Est-ce que vous êtes sur la bonne focale? Est-ce que vous allez terminer en gros sur un 150 mm en full frame par exemple sur du gros plan pour avoir forcément du 75 mm et du 35 mm, voyez? Bon bref, assurez-vous d'avoir la bonne focale et aussi l'horizontalité. On passe au point suivant, vérifier les résolutions. Alors, la résolution, pas que, mais aussi le bon codec d'enregistrement. Donc les résolutions, tout dépend ce que vous voulez. Aujourd'hui, les caméras vous proposent de la HD, de la 4K et parfois vous proposent aussi des résolutions qui sont, on va dire, hors normes. D'accord? C'est-à-dire que c'est des résolutions qui sont ni du HD, ni du Quad HD, ni du, je ne sais pas comment on appelle le 8K machin. Voilà, ça peut être du 6K, du 5K, etc. Ce qui est important, c'est que lorsque vous êtes sur une résolution qui est hors norme, d'accord, qui est complètement en dehors des normes de diffusion, vérifiez alors le ratio de la résolution qui vous proposez. Par exemple, si vous prenez une caméra de chez Red et que vous mettez l'open gate, le full, alors je dirais pas le full frame parce qu'on va le confondre avec du 24-36, mais quand on prend la totalité du capteur, vous êtes sur un ratio de 1,9 par exemple. D'accord? La caméra peut vous proposer par exemple du 6K, donc vous êtes sur un ratio de 1,9, mais peut vous proposer alors du 6K HD, ça veut dire du 6K, mais en version 16 neuvième, pour que vous puissiez après, pour faire un downscale en HD ou en Quad HD, retomber sur vos pattes,
à savoir le bon ratio. Mais si vous l'utilisez en version 1.9, à un moment donné, bah, vous allez être coincé, quoi. C'est-à-dire que vous allez avoir un ratio beaucoup plus étroit que ce que la norme 16 neuvième, par exemple, peut encaisser. Et dans ce cas-là, vous risquez de cropper, que ce soit en haut ou en bas. Donc, vérifiez la bonne résolution, si c'est le bon ratio d'image. Est-ce que vous avez besoin de tourner en 4K alors que vous allez diffuser en HD? Ça, on en a déjà parlé sur la chaîne. Est-ce que si vous êtes tourné en HD, ça suffit? Est-ce que vous n'en avez pas peu? Est-ce que vous n'avez peut-être pas besoin de tourner en 4K si vous avez besoin de zoomer autre? La question peut se poser. Et ensuite vient aussi le codec. Quel codec utiliser? Puisque aujourd'hui, les caméras peuvent vous proposer. Alors, il y a des caméras qui peuvent proposer un seul codec, par exemple. Je reviens sur l'exemple de la RED. La RED vous propose un seul codec, le R3D, mais peut vous proposer éventuellement des différents niveaux de compression. Est-ce qu'on en a bien choisi le niveau de compression? Est-ce qu'on n'est pas trop compressé? Est-ce qu'on n'est pas, au contraire, pas assez compressé? Et dans certaines caméras, on peut changer directement le codec, qui peut être des codecs qui nous amènent à avoir du 4.2.0 8 bits, voire même du 4.2.2 10 bits, voire peut-être même du 4.4.4 12 bits. Donc attention, quel codec utiliser? Est-ce que vous avez fait le bon choix? Je vous rappelle que si vous faites du log et si vous avez envie de faire un étalonnage à la hauteur de vos ambitions, le 4.2.2 10 bits est minimum requis. D'accord? Alors vous allez me dire, oui, mais on peut le faire en 4.2.0 8 bits. Oui, mais non. D'accord? Le 10 bits pour l'utilisation et l'exploitation du signal logarithmique sera quand même de meilleure qualité et vous aurez moins de problèmes, notamment dans les basses lumières. On continue avec la fréquence d'image. Alors ça, c'est important. Vous savez que dans les fréquences d'image qu'on utilise, bien souvent, il y a le projet, la fréquence d'image du projet, et la fréquence d'image du plan que l'on va faire. Donc ça, c'est dans deux cases différentes. Le projet framerate, c'est en gros la norme sur quelle cadence on va lire le film, enfin en tout cas les images et le projet final, quand il sera monté, étalonné. Donc là, vous avez effectivement du 24p, du 25p, du 30p, du 50p, du 60p, etc. etc. Donc, généralement, quand vous faites, par défaut, en Europe, on va utiliser le 25p. Si vous faites une exploitation en salle et pour l'international du DCP, mieux vaut utiliser du 24p, même si on sait qu'en DCP, on peut utiliser aujourd'hui toutes les fréquences d'image. Mais voilà, la norme internationale est du 24p. Et attention aux gourdes, parce que parfois, il y en a qui ont utilisé du 25p en projet framerate et qui ont tourné en 24p. Oui, mais non, ça ne marche pas. Parce que le projet, lui, est enregistré dans ses métadatas des fichiers en 25p. Mais il est tourné, enfin, il est exécuté à 25p, mais il a saisi 24 images par seconde. Vous voyez la différence? Donc, ça veut dire que les 24 images par seconde seront lues à 25 images par seconde. Je prends un autre exemple. Si, par exemple, on vous propose en projet framerate du 50p, d'accord? Donc le 50p, en gros, vous allez avoir une image qui est très fluide, qui va rappeler d'ailleurs la vidéo un peu entrelacée de la vidéo télévision. Eh bien, si par exemple, vous tournez ce même projet en 25p dans le projet framerate et que vous tournez en 50p, vous allez avoir un ralenti. Oui, parce que le projet doit être lu à 25 images par seconde et vous avez enregistré 50 images par seconde. Donc, automatiquement, vous avez un ralenti de 2 fois. Okay, si vous tournez dans un projet framerate à 50p et que vous tournez ensuite comment on appelle ça, la cadence à 50p, donc du coup, vous allez avoir 50p, 50p, vous serez en vitesse normale, d'accord? Donc, faites attention, faites la différence entre le projet framerate que vous avez dans un petit menu qui généralement s'appelle projet. Hein, vous allez choisir votre codec, votre résolution et il y a le framerate. Et aussi, ne pas confondre avec le framerate pour la cadence de prise de vue qui vous permet de faire des ralentis ou des accélérés. D'accord? Et si vous faites des ralentis ou des accélérés, vous faites un multiple du projet framerate. C'est-à-dire que si vous tournez à 25p, eh bien, vous faites des ralentis à 50, 75, 100 images, voilà. Hein. En gros, vous gardez un multiple de 25 qui vous permet d'avoir des accélérations, des ralentis, pardon, qui sont, on va dire, proportionnés à un nombre entier.
Ok, si vous voulez supprimer ou si vous voulez faire un vary speed, ça sera plus simple de travailler sur un nombre entier qu'un nombre à décimale. Donc ça, c'est la chose importante qu'il faut savoir dans les projets framerate et à régler avant même de commencer votre projet. Et attention, pour ceux qui ont l'habitude de resetter leur caméra pour la mettre un peu à jour et pas se retomber sur des réglages à la con, faites attention parce que parfois, eh bien, la cadence par défaut peut être du 24p ou peut être du 23,98, etc. Donc attention, vous pouvez tomber sur une norme qui n'est pas la vôtre. Donc faites attention, c'est comme DaVinci. DaVinci, quand vous l'ouvrez, vous ouvrez un nouveau projet, par défaut, il est en 24p. D'accord? Donc faites attention lorsque vous faites reset de votre caméra. On continue. Vérifiez votre concentration. Non, c'est pas la concentration, c'est le point. Traduction Google de merde. Donc vérifiez votre point. Ce qui est important, c'est qu'un plan qui n'a pas le point est un plan poubelle et qu'on ne pourra nullement rattraper en post-production, même si vous êtes doté de plugins avec des intelligences ultra artificielles. Ça ne marchera pas trop, d'accord? Donc, il est important de vérifier son point, et surtout lorsque vous travaillez avec des longues focales. Et si vous êtes des longues focales, c'est peut-être parce que vous êtes sur un grand capteur, d'accord? Donc, votre point peut être vraiment, vraiment méticuleux. Pour le coup, vous avez aujourd'hui, en 2023, sur les caméras et sur toutes les caméras, des outils. Chose qu'on n'avait pas il y a par exemple 20 ans. Il y a 20 ans, grâce à des optiques, des zooms par focaux, on était obligé de zoomer à fond, faire un point et dézoomer. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle soit le Manify qui permet de grossir l'image dans sa résolution et de pouvoir exploiter la résolution pour faire un point. Donc on va grossir une partie de l'image pour bien voir si on a le point. Ou alors vous avez des outils comme le pic, comment on appelle ça déjà? Putain, oh là là, j'ai un trou. J'ai un trou, dites-le moi dans l'espace commentaire parce que là j'ai un gros trou. Le truc des détails. Bon, dites-le moi parce que j'ai oublié. Voilà. Donc faites attention parce que ça c'est très important. Et le point lorsque vous filmez quelqu'un, c'est sur l'œil. Et attention parce que ça peut très vite dériver soit sur l'oreille, soit sous le bout du nez. Et dans ce cas-là, un gros plan avec le point qui n'est pas sur l'œil, c'est catastrophique, c'est horrible. D'accord? Vérifiez la balance des blancs. Alors, que vous soyez en RAW ou pas RAW, d'accord, il est important de vérifier sa balance des blancs. Alors, le choix de la balance des blancs est important puisque ce qui est aussi important, c'est les écarts de colorimétrie que vous allez avoir naturellement dans votre décor. C'est-à-dire que quelle que soit la valeur des balances des blancs que vous avez réglée sur la caméra, vous pouvez tomber sur un décor où il n'y a pas une uniformité des balances des blancs. Vous pouvez vous retrouver par exemple dans un intérieur avec des fenêtres éclairées par du tungstène. Bon, bah là, c'est les cas de figure qui font bien chier son monde. Dans ce cas-là, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on se met le cul entre des chaises et on va se mettre en 4003. Comme ça, on fait plaisir à tout le monde, au tungstène et à la lumière du jour. Mais donc, vérifier ces choses-là. Important, c'est que, alors aujourd'hui, l'erreur est un peu moins, on va dire, faite, puisque aujourd'hui, on travaille sur des écrans et sur des viseurs couleurs, chose qu'on n'avait pas forcément il y a 20-30 ans. On était sur des viseurs noirs et blancs, avec des mini-tubes à cathodique. Et donc, du coup, parfois, quand on faisait des allers-retours intérieur, extérieur, et ben forcément, on se trompait. Et d'un seul coup, en extérieur, on avait les images toutes bleues. Ça me rappelle de vieux souvenirs de cadreurs. Donc, faites attention, vérifiez la balance des blancs. Pas la peine que ça soit forcément une balance des blancs ultra précis au Kelvin près. Il y a deux températures qui sont importantes à savoir, le 3200 Kelvin et le 5600 Kelvin. En gros, si vous êtes en extérieur jour, le 5600 Kelvin fera parfaitement l'affaire. Il permettra de retenir les différentes colorimétries naturelles de l'extérieur jour en fonction du petit matin jusqu'au petit soir. Et à l'intérieur, quoique l'intérieur c'est un peu plus délicat parce qu'aujourd'hui majoritairement tout est éclairé en LED. Si vous êtes en 3002, oui, mais attention puisqu'aujourd'hui le tungstène a une tendance à disparaître remplacé par la LED. Donc vérifiez les sources colorimétriques. Et n'oubliez pas une chose, c'est que dans le domaine, on va dire domestique, on se retrouve avec trois colorimétries. Le blanc chaud qui est de l'ordre de 2800 Kelvin, le blanc naturel, je crois, ils appellent ça le blanc normal, le blanc naturel, qui est à 4300-4500 Kelvin. D'accord? Et vous avez le blanc froid qui est à 6500 Kelvin. Et ça, ces colorimétries-là, on les retrouve dans les tubes fluo à l'ancienne et qui a été reporté évidemment dans le domestique sur les tubes à LED. Enfin, les tubes à LED ou les éclairages à LED. Donc attention de ce côté-là. Et ne vous dites pas, je m'en fous, je travaille en RAW. Je récupère à la post-prod. Non, on récupère jamais rien à la post-prod. Et n'oubliez pas une chose, c'est que chaque caméra
très important, a une température de couleur native qui lui est propre. D'accord? L'Alexa, par exemple, c'est 4300 Kelvin. La Red, c'est, je crois, 5000 Kelvin. Il y en a, c'est du 3200 Kelvin. D'autres, c'est du 5600 Kelvin. Bref, ce qui est important, c'est de noter, de savoir quelle est la température couleur native de votre capteur afin de lui éviter des conversions électroniques qui, bien évidemment, engendraient du bruit. On continue, les amis. Vérifiez votre exposition et votre vitesse d'obturateur. Attention, je pense aux caméras Sony. Quand vous les resettez, vous faites reset, elles ont tendance à être en mode shutter off. Shutter off, ça veut dire qu'elles sont en mode 1/25e pour un shoot à 25 images secondes. Alors, ça veut dire quoi? 1/25e de shutter pour 25 images par seconde. Eh bien, ça veut dire que chaque image est capturée à 1/25e. D'accord? Et dans une seconde, il y a 25 images. Donc, tu fais le calcul. En gros, tu as tout le temps l'obturateur qui est tout le temps ouvert, ce qui est mécaniquement impossible. Électroniquement, on va dire que c'est faisable. D'accord? À quelques millisecondes près. Donc, attention, la vitesse d'obturateur par défaut pour 25 images par seconde, c'est 1/50e. Ça, c'est la vitesse par défaut que l'œil et que n'importe quelle personne lambda, quand il regarde des images, a l'habitude de saisir et de regarder des images les unes après les autres et qui permet d'avoir une fluidité qui est, on va dire, classique. 1/50e, c'est la référence, d'accord? Si vous tournez à 24 images secondes, ça sera 1/48e. Si vous tournez, et encore, on s'en fout, hein, parce que généralement, moi, je reste à 1/50e. Si vous tournez à faites des ralentis à 100 images par seconde, et ben, ça sera à 1/200e, etc., etc. Mais faites attention de rester bien 50e. Évitez d'aller en dessous. Vous risquerez d'être dans du motion blur. Et dans ce cas-là, le problème, c'est que vous allez avoir des images, sauf si vous êtes sur pied et que vous filmez quelque chose de fixe. Mais s'il y a du mouvement, généralement vous filmez des choses en mouvement, vous risquez d'avoir un peu du motion blur, hein. Et si vous utilisez un obturateur trop rapide, eh ben, ça fait un peu trop saccadé et ça reste un marqueur un peu low cost du mec qui n'a pas voulu investir 50 € pour mettre un ND sur sa caméra. D'accord? Donc faites attention, pour le coup, vous avez besoin, comme je l'ai dit, d'un filtre ND. Ensuite, vérifiez votre exposition grâce au diaph, parce qu'il ne vous reste plus grand-chose, il vous reste le diaph et le neutre. Dans ce cas-là, aujourd'hui, pareil, toutes les caméras sont équipées d'un petit instrument de mesure. Alors parfois, il est un peu trop petit, mais même s'il est trop petit, parfois, il est quand même bien utile, notamment, je pense, dans la série Lumix, où on a un petit oscilloscope qui n'est pas si petit que ça, mais qu'on aurait aimé qu'il soit un peu plus grand que ça, mais qui vous permet en gros de pouvoir lire votre image d'un point de vue waveform. Si vous êtes dans une configuration fiction, évidemment, je vous invite à utiliser un petit moniteur 5 pouces supplémentaire comme un Portkeys ou un petit Small HD qui vous permettra de vous afficher un waveform, d'accord, et de pouvoir contrôler votre exposition. Sinon, pour certains, ça sera plutôt du ColorSforge et pour les anciens, peut-être un Zebra à 70%. Mais attention, l'exposition est importante, surtout si vous tournez en Rec 709, d'accord? En log, vous avez une petite marge de main-d'œuvre, hein, qui est pas faite pour ça, mais voilà, ça vous permet de vous retomber un peu sur vos pattes. En Rec 709, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, je reviens sur la colorimétrie, sur la balance des blancs. Pareil, si vous êtes en Rec 709, vous avez vous serez plus dans la difficulté de modifier en post-prod que si vous êtes en log. D'accord? Configurez votre profil d'image. Alors, en fonction des caméras, vous avez la possibilité de configurer des picture profile ou des profils d'image et autres. Ce sont des petites cases, des petits tiroirs où généralement, par exemple, chez Sony, vous en avez plusieurs. Et dans ces petits tiroirs, vous allez régler les paramètres un peu paint, hein, de peinture, c'est-à-dire les paramètres qui vont influencer l'image. Donc, ça tient sur le gamma, sur le master black, sur la colorimétrie, la thermocolorimétrie, le niveau des noirs, les différents gamma, etc. Donc, tout ça, c'est enregistré dans un profil d'image. Est-ce que votre profil d'image a été checké et vérifié avant de tourner? Est-ce que le niveau des noirs est correct? Est-ce que le gamma que vous avez choisi est bien choisi? Est-ce que vous allez tourner sur un gamma logarithmique ou un gamma plutôt Rec 709? Si vous tournez sur un gamma Rec 709, est-ce que vous utilisez un gamma Rec 709 classique ou étendu? Est-ce que vous avez eu besoin d'utiliser peut-être un gamma qui se situe un peu entre les deux, le cul entre les deux chaises, comme par exemple le Cinelag D, je crois, de souvenir sur Panasonic,
ou le S-Log 2, qui est en gros des gammas un peu intermédiaires qui vous permet d'avoir une image douce, mais pas trop. Vous voyez, donc on n'est pas dans le mode log. Donc vérifiez ça, puisque ça, ce sont des paramètres qui vont être enregistrés sur la caméra. Et si vous n'êtes pas en RAW ou si vous n'êtes pas en mode logarithmique, eh bien, ça sera difficilement, ça sera con de les récupérer en post-prod. N'oubliez pas qu'il y a certaines caméras où lorsque vous mettez, notamment les caméras Sony, lorsque vous mettez en mode Ciné EI, vous court-circuitez en gros votre profil d'image, le profil d'image saute, vous êtes donc en gamma S-Log 3, vous êtes généralement, ça dépend des caméras Sony, mais sur une sensibilité qui est gravée, qui est intouchable. Et du coup, la caméra se met en mode je me mets en meilleur paramètre pour saisir le maximum d'informations du capteur. D'accord? Dans ce cas-là, évidemment, le picture profile, il dégage. On continue, on se retrouve sur l'audio. Vérifiez l'audio. Alors, donc ça, si vous êtes en mode JRI, que vous allez vérifier donc les entrées et surtout la sortie casque pour vérifier que vous n'écrétez pas. Le signal audio, c'est un peu comme le signal vidéo, c'est-à-dire que quand ça écrète, eh ben, c'est dans le cul. Donc, vérifiez que vous soyez toujours un peu plus bas, vérifiez vos niveaux. Si vous avez branché une mixette, vérifiez la synchronisation du niveau du 1000 Hz pour savoir si vous êtes bien calibré des deux côtés. Bref, faites attention au niveau des sons. N'importe quel ingénieur du son vous le dira. Voilà. Formatez votre carte mémoire. Oui, parce que quand vous tournez, généralement, vous partez, vous mettez la carte et vous vous cassez. Vérifiez que la carte mémoire soit formatée. D'une, formatée, et deux, bien indexée. C'est-à-dire, vous savez que sur certaines caméras, notamment les caméras de cinéma, quand vous commencez à formater une carte, vous mettez le numéro de bobine. Bon, bah, quand vous allez récupérer une caméra, peut-être que l'ancien aura fait déjà 98 bobines derrière. Donc, si vous formatez tout de suite, vous allez vous retrouver sur la bobine 99. Ce qui n'est pas totalement le coup. Donc, vous allez être obligé de revenir dans les menus et de dire, bon, bah, la prochaine, ça sera la bobine 1. Et du coup, quand vous allez formater, pim, bobine 1 et bobine 2, bobine 3, etc., etc. Pour que ça soit quand même relativement bien organisé. Donc, il faut partir sur une carte formatée. Et enfin, dernier point, l'autonomie de la batterie. Faites attention à la batterie. Vérifiez que les batteries tiennent le coup. Vous savez qu'à la longue, eh bien, elles finissent par, après plusieurs cycles de recharge, elles finissent évidemment par s'épuiser. Et du coup, vous allez très vite passer de 80% à 30% et hop, ça dégage. Donc, vérifiez la durée de vie de votre batterie. Vérifiez bien évidemment qu'elle soit chargée. N'attendez pas qu'elle soit à 0% pour les charger, ça les nique. D'accord? Donc, vous attendez d'être à 20-30% avant de les changer. D'accord? Et n'oubliez pas une chose, c'est que lorsque vous l'avez utilisé votre batterie et qu'elle est morte, eh bien, vous attendez 5-10 minutes qu'elle se refroidisse. Notamment, je pense aux batteries, les grosses batteries Velox de 12 volts. Généralement, vous verrez, quand elle est vide, vous la prenez, vous la sentez chaude, eh bien, vous n'allez pas tout de suite la recharger, d'accord? Parce qu'il faut que le temps qu'elle se refroidisse un peu, qu'elle se remette de ses émotions. Donc, vous la laissez se reposer 5-10 minutes avant de la recharger. Oui, mais attention, on l'a posée 5-10 minutes, généralement, ça veut dire qu'on va l'oublier. Hein, donc, il faut toujours avoir une petite idée de se dire « Ah, tiens, il faut que je recharge ma batterie. » Voilà, les amis, les 10 points qu'il faut surveiller, surtout quand on est étudiant. Tout ça, évidemment, ça nécessite un exercice mental, puisqu'après cet exercice mental deviendra très vite un réflexe et vous n'aurez plus besoin de faire ces 10 points de chèque. D'accord? Mais en attendant, si vous êtes débutant et étudiant, je vous invite à faire ce petit tour du propriétaire pour savoir si vous partez pas déjà mal dans vos images. Merci. Si vous avez des questions, l'espace commentaire. Je vous embrasse. À très vite. Et si tu as envie d'en apprendre un peu plus, n'oublie pas de nous rejoindre à Miziflix. En cliquant sur le bouton rejoindre, il y a plus d'une centaine de vidéos. Tu vas apprendre évidemment à devenir un vrai chef opérateur. Ciao les amis.